Bonjour, j'espère que vous allez bien. La session avance à bon rythme et je vous encourage à ne pas perdre votre motivation. On avance vraiment à un bon rythme et on prend justement un bon air d'aller avec les théories philosophiques pour le cours éthique et justice. Ça avance bien. Dans cette capsule-ci, on va aborder l'utilitarisme, qui est une des théories philosophiques en éthique parmi les plus influentes à notre époque. On va regarder comment ça s'articule et vous allez voir quand on va commencer à regarder les critères, vous allez pouvoir reconnaître souvent l'arrière-plan ou les échos de cette approche-là, mais c'est une approche aussi où il y a des critiques très importantes qu'on doit soulever ou qu'on doit examiner, qu'on va regarder dans la prochaine capsule, mais pour bien saisir l'influence de cette perspective éthique-là à notre époque, pour bien la saisir, cette influence-là, il est important de regarder les nuances. Si on passe trop vite à l'évaluation critique, on va manquer finalement ce qui fait la force de cette approche. L'éthique utilitariste, c'est une approche qui s'est développée au 19e siècle, d'abord en Angleterre avec Jeremy Bentham et John Stuart Mill. C'est les deux principaux philosophes à l'origine de cette approche-là. Donc, Jeremy Bentham, qui a développé au départ les critères, où il y avait certaines difficultés, et l'approche utilitariste a été beaucoup travaillée ensuite par John Stuart Mill. Donc, je ne ferai pas un historique là, de l'histoire des idées ou du développement dans le détail. J'ai surtout regardé l'aboutissement. Donc, c'est les deux principaux philosophes, mais je regarderai surtout la version auquel les utilitaristes adhèrent majoritairement aujourd'hui, donc sans nécessairement faire l'historique de tous les points de repère. Donc, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, les deux ont vécu au 19e siècle en Angleterre. Un autre représentant important de l'utilitarisme au 20e et 21e siècle, parce qu'il est encore actif présentement, c'est Peter Singer. Peter Singer, c'est un philosophe né en Australie en juillet 1946, qui est professeur à l'université de Princeton aux États-Unis. Donc, il est né en Australie, mais a enseigné aussi en Australie, mais a fait carrière aux États-Unis et il est titulaire de la chaire d'éthique de l'université de Princeton, donc qui est une grande université là, qui fait partie de ce qu'on appelle la Ivy League, là, le réseau des grandes universités américaines. Peter Singer, c'est un utilitariste, donc il adhère entièrement à l'approche utilitariste. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur la modification des critères en tant que tel. Ça reste sensiblement les mêmes critères que l'approche développée au 19e siècle, qui sont repris par Peter Singer, mais là où il a laissé ses marques, si on peut dire ça comme ça, c'est dans l'application. Il a ouvert des champs d'application qui étaient peu explorés par les utilitaristes jusque-là, et notamment en éthique animale. Peter Singer a publié en 1975 un petit livre qui a eu un impact considérable qui s'intitule « La libération animale », et c'est un livre qui a influencé tous les mouvements de revendication de droit, disons droit entre guillemets, là, parce que c'est pas le droit au sens pleinement juridique, mais l'idée de revendication de droit pour les animaux, ça vient majoritairement comme point d'amorce du livre La libération animale de Peter Singer, publié en 1975. Lorsque Peter Singer était encore un tout jeune philosophe, là, il est né en 1946, en juillet 1946, et il a publié La libération animale en 1975. Donc, si vous faites le calcul, il n'y avait même pas 30 ans. Et c'est un livre qui a eu un impact considérable sur toutes les réflexions sur l'éthique animale. Donc, les réflexions sur
l'éthique animale, ces réflexions-là, n'ont pas attendu les utilitaristes du 20e siècle pour se développer. Il y en existait auparavant, mais ces réflexions-là ont pris une place dans nos sociétés vraiment considérable à partir justement du 20e siècle, milieu, deuxième partie en fait, du 20e siècle, à partir de 1975, moment de la publication par Peter Singer du livre La libération animale. Donc, on va regarder ces questions-là aussi d'application de l'utilitarisme aux animaux, à l'éthique animale et aussi à l'éthique de l'environnement dans une prochaine capsule, pas immédiatement la suivante, qui va être l'évaluation critique, mais une autre capsule après. J'ai regardé ça parce que là, il va y avoir des débats en différentes perspectives qui vont s'être développées aussi soit à la suite ou autour de ces questions-là. Et étant donné que ça a un horizon assez large, je pense que ça mérite qu'on prenne vraiment une capsule là, pour examiner les différentes perspectives en éthique animale, mais vous pouvez tout de suite retenir que dans le champ de réflexion philosophique, c'est avec les utilitaristes que ces questions-là ont été mises de l'avant en éthique philosophique. Donc, au départ du 19e siècle, chez les premiers utilitaristes, les critères impliquaient les considérations en éthique animale, mais dans l'application, il y avait d'autres priorités, disons. C'était pas ce qui était discuté directement. Ça va être développé beaucoup par Peter Singer, donc qui est philosophe, donc né en Australie, mais qui a la chaire d'éthique à l'Université de Princeton, qui est très connu pour ce livre-là, mais qui est aussi très controversé pour un autre livre qu'il a publié beaucoup plus récemment, là, qui s'appelle « Repenser la vie et la mort dans la traduction française. Repenser la vie et la mort, et qu'on regardera quand on examinera l'évaluation critique. Peter Singer, ce qu'il a fait dans cet autre livre-là, Repenser la vie et la mort, il a appliqué les mêmes critères utilitaristes qu'il avait appliqués dans le champ de recherche sur l'éthique animale, mais il les a appliqués aux notions de vie et de mort, et il a essayé d'en tirer les implications pour quelqu'un qui adhère de façon entière aux critères utilitaristes. Il a essayé d'en tirer les implications sur les différentes conceptions qu'on se fait de la vie et de la mort, et là, il y a des implications extrêmement controversées, donc on va regarder ça en même temps que lorsqu'on va faire l'évaluation critique de l'utilitarisme, parce que ça permet de mieux voir justement ce que ça implique et jusqu'où ça peut mener une approche utilitariste. Notamment, je vous donne des indications là, pour que vous voyez, pour que vous puissiez entrevoir un peu, mais notamment, parmi les idées que Peter Singer va défendre dans son livre « Penser la vie et la mort », il va non seulement défendre que l'avortement est un choix moralement éthique, acceptable, mais il va aussi défendre dans la même veine, avec les mêmes arguments utilitaristes, il va défendre l'idée que les nouveau-nés n'ont pas les mêmes droits ni la même valeur morale que les êtres humains pleinement développés avec des bonnes capacités cognitives, et il va défendre l'idée que de mettre fin à la vie de certains nouveau-nés, selon certaines considérations, est un choix éthique et moral, et que même maintenir en vie certains nouveau-nés serait immoral du point de vue de Peter Singer. Donc, je ne vais pas plus loin pour le moment, mais déjà, en entendant ça, je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre ou d'anticiper que Peter Singer fait l'objet d'immenses controverses, et ça laisse déjà entrevoir en quoi l'approche utilitariste en éthique est une approche qui inclut plusieurs angles morts qui rendent cette approche-là très controversée et très critiquée aussi. Mais avant de regarder plus en détail l'objet de ces critiques-là, il s'agit de regarder bien les critères, parce que si on va tout de suite à l'évaluation critique avec les reproches qui sont faits à cette perspective-là, le risque,
c'est de passer à côté des fondements de cette approche-là qui font en sorte que c'est probablement l'une des approches parmi les plus répandues dans les décisions politiques publiques de nos jours. En éthique publique, lorsque des décisions qui impliquent des populations, l'approche utilitariste, c'est probablement l'une des approches parmi les plus répandues à notre époque, maintenant. Là. Et entre autres, avec la pandémie, la COVID-19, on le voit très bien, très clairement dans certaines approches que c'est d'inspiration utilitariste. Donc, voir les critères va permettre de voir l'attrait. Pourquoi est-ce que c'est une approche éthique qui peut sembler si attirante ou si attrayante? Et ensuite, on regardera les angles morts de cette approche-là. Pourquoi est-ce que les critères peuvent être estimés, si on est critique envers cette approche-là, pourquoi est-ce que les critères peuvent être estimés insuffisants? Mais d'abord, on va regarder les fondements de cette approche-là, donc de l'approche utilitariste. Qu'est-ce qui caractérise les fondements de l'approche utilitariste? Bien, d'abord, c'est une approche téléologique ou conséquentialiste. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une approche téléologique? Une approche téléologique, ça vient du grec télos. C'est une approche où on essaie de trouver un télos, c'est-à-dire un but ou une visée. Le terme de télos en grec, ça signifie but ou visée. Donc, dans les approches téléologiques, on essaie de prendre comme critère éthique un but ou une visée qui serait justifiable, juste, et ensuite, on va évaluer au cas par cas les choix et l'option qui va sembler la plus éthique dans chacune des situations au cas par cas, ça va être l'option qui va sembler rapprocher le plus du but ou de l'objectif éthique ultime qui devra être justifié auparavant. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ce type d'approche-là, qu'on peut appeler téléologique, étant donné la racine grecque de télos, but, visée, c'est un type d'approche aussi qu'on va parfois appeler conséquentialiste, étant donné que dans l'application, c'est qu'au cas par cas, on évalue les conséquences pour évaluer lequel des options nous rapproche. Donc déjà, dans la perspective très générale, bien, vous pouvez remarquer que c'est une approche qui est l'inverse ou l'opposé de l'approche déontologique, comme on a vu avec Kant, par exemple. Dans l'approche kantienne, dans la morale du devoir, l'approche déontologique de Kant qu'on a vue, bien, il s'agissait de voir les manières de faire qui sont valables en elles-mêmes, pour elles-mêmes, indépendamment des contextes d'application. Donc, si mentir est mauvais, on ne doit jamais mentir, on doit toujours dire la vérité, peu importe les situations. Donc, il y avait le cas, est-ce qu'on peut ou non mentir par humanité? Bien, pour un kantien, non, on ne doit jamais mentir, on doit accomplir tous les devoirs. Dans l'approche téléologique ou conséquentialiste, utilitariste, dans ce cas-ci, c'est une approche opposée, c'est qu'on va évaluer au cas par cas les conséquences pour voir est-ce que ça nous rapproche d'un bien ou d'une conception éthique. Ça, c'est l'approche générale. Donc, la première tâche pour les personnes qui adoptent ce type d'approche-là, téléologique ou conséquentialiste, donc les utilitaristes qui en font partie, la première tâche, c'est de définir ou de justifier une conception du bien. Donc, parmi les différentes choses qui nous semblent bonnes, justes, souhaitables d'un point de vue éthique ou moral, qu'est-ce qui serait au-dessus de la pyramide qui pourrait servir ensuite de critères pour évaluer les différents choix? Donc, ça, c'est la première tâche pour les gens qui ont cette approche-là, définir une conception ultime du bien, une conception suprême du bien. La conception des utilitaristes, c'est de dire on doit maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc, pour eux, quel est l'objectif éthique ultime? C'est face au choix, il s'agit toujours d'essayer de maximiser, autant que faire se peut,
le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Ensuite, ils vont ajouter des critères qu'on va regarder tantôt pour éviter qu'il y ait une exploitation d'une minorité par une majorité. Donc, pour éviter la tyrannie de la majorité, ils vont ajouter des critères pour que ce ne soit pas simplement la majorité là, qui tyrannise une minorité sous prétexte d'amener le plus grand bonheur du plus grand nombre. Donc, ils vont ajouter des critères, mais disons pour commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part, quitte à mettre les nuances après, bien, leur objectif, c'est maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. En arrière-plan, l'idée générale, lorsque l'utilitarisme se développe, c'est l'idée d'essayer de trouver un critère qui leur semble neutre. Je dis qu'il leur semble neutre parce que lorsqu'on va regarder l'évaluation critique, on va voir que c'est pas neutre en réalité. Mais au premier abord, ça leur semble neutre. Le présupposé de base des utilitaristes, c'est que l'être humain n'a pas de statut particulier, il n'y a pas une dignité humaine propre à l'être humain, c'est dans le mot dignité humaine, quelque chose qui serait propre à l'être humain, et en d'autres termes, il n'y a pas d'exception humaine. L'être humain, pour les utilitaristes, est un animal tout simplement. La seule distinction entre les animaux, de façon générale, et l'être humain, c'est dans le niveau de capacité cognitive. Ça, c'est le présupposé des utilitaristes, qui n'est pas neutre, qui va avoir des impacts qu'on va examiner, mais c'est le présupposé des utilitaristes. Et leur idée, c'est d'essayer de trouver des critères éthiques qui ne font pas intervenir de croyances liées à la culture, ni de croyances religieuses, ni de convictions propres à certains groupes par rapport à d'autres. Donc, lorsque va se développer la perspective utilitariste, au 19e siècle, en Angleterre, il y a le désir chez Jeremy Bentham et John Stuart Mill d'avoir une perspective qui vient s'affranchir en quelque sorte de ce qui a été reçu au travers des grandes religions ou au travers des grands mouvements traditionnels. En même temps, le 19e siècle, en Angleterre, sans entrer dans les détails, là, c'est le siècle de la révolution industrielle. Donc, le développement des usines, entre autres les usines de textiles en Angleterre, vont se développer au 19e siècle. L'Angleterre est à l'avant-plan de ces développements-là. Et il y a l'idée plus ou moins répandue, il y a des oppositions aussi, mais l'idée plus ou moins répandue qu'on est en train de vivre un basculement dans les manières de faire et qu'on ne peut pas juste se reporter à des traditions. En plus des mouvements sociaux, la possibilité de pouvoir, avec le capital, par exemple, beaucoup changer de classe sociale, le groupe d'appartenance, de la mobilité aussi entre les individus. Donc, il y a chez les utilitaristes ce désir-là d'avoir une perspective éthique qui, autant que possible, fasse abstraction des convictions religieuses, des convictions traditionnelles et des convictions aussi culturelles, sociales, politiques. En réalité, le fondement même de vouloir mettre ces éléments-là de côté est un choix qui n'est pas du tout neutre, qui va avoir des implications qu'on va voir beaucoup mieux finalement un siècle plus tard chez Peter Singer, qui va vouloir appliquer ces critères-là, par exemple, aux nouveau-nés, et qui va dire les nouveau-nés pourraient être tués dans certaines circonstances. Là, on voit que l'idée de considérer qu'un grand singe qui a des bonnes capacités cognitives peut valoir plus qu'un enfant handicapé, c'est pas du tout neutre, ça vient heurter
des sentiments qu'on peut avoir d'un point de vue moral ou éthique, déjà là, ça alerte que c'est peut-être pas si simple que ça, mais l'intuition de base, je pense qu'on peut probablement la saisir, c'était l'intuition de se dire, essayons de trouver un fondement qui soit commun à tout être humain de manière indépendante des convictions de chacun. Donc ça, c'est le souhait ou le désir qui anime les utilitaristes à la base. Et partant de là, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme critère? Ça va être la capacité à ressentir. Ils vont dire, comme être humain, mais aussi pour les animaux, donc d'où l'extension ensuite à l'éthique animale, mais on va dire, comme être humain, on va tous chercher à éviter la souffrance et on va tous chercher un certain confort ou un certain bien-être. Confort, pas dans le sens de luxe nécessairement, mais on va chercher à être en sécurité, à ne pas souffrir inutilement. Donc, les utilitaristes vont prendre comme présupposé de base que ce qui peut servir de guide universel selon eux, c'est une tendance naturelle à chercher à se conserver, à survivre et à avoir un certain bien-être, un certain bonheur et à éviter la souffrance et la misère. Donc, on va dire, prenons cet élément-là comme base ou comme fondement, d'où ensuite leur but ou leur objectif va être de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, parce qu'on va dire indépendamment donc des convictions fortes de chacun des individus, il y a toujours au moins cette base commune-là, universelle ou commune à tous, de chercher à se conserver, d'éviter la souffrance. Donc, on va dire, on peut faire abstraction des convictions sur le bien et sur le mal pour essayer de prendre comme seul élément commun à tous la capacité finalement à ressentir. Et, petite parenthèse, mais j'y reviendrai, bien évidemment, à partir du moment où le critère pour le bien et le mal, c'est la capacité à ressentir, bien évidemment, ça va inclure les animaux tout autant que les êtres humains, parce que de ce point de vue-là, il n'y a effectivement pas de grande différence entre l'être humain et n'importe quel autre animal si on prend comme critère simplement la capacité à ressentir. Donc, parmi le vivant, tout ce qui est vivant, bien finalement, il va y avoir seulement une distinction entre ce qui peut ressentir ou ce qui ne peut pas ressentir. Les plantes sont vivantes, mais elles ne peuvent pas ressentir. Donc, ils ne seront pas dans le calcul. Mais ensuite, tout ce qui peut ressentir, là, si le critère, c'est simplement la capacité à ressentir, il n'y a plus vraiment de différence entre un chat, un chien, un âne, un poulet, ou Gontran, Géraldine, Bob, Luc, Marc, etc. Vous comprenez l'idée? Donc, de ce point de vue-là, pour les utilitaristes, il devra y avoir une considération éthique qui inclut éventuellement les animaux aussi. J'y reviendrai, mais c'était simplement une parenthèse. Mais si je reprends les différents morceaux, 19e siècle, révolution industrielle, bousculement des traditions, bousculement des façons de faire, mobilité sociale, aussi des pertes très grandes en termes de qualité de vie. L'espérance de vie diminue énormément à partir du moment où il y a l'industrialisation au 19e siècle. Ça chute étant donné la pollution, mais étant donné aussi l'insalubrité, que je devrais dire, étant donné aussi les conditions de travail qui sont extrêmement dangereuses, etc. Mais donc là aussi, il y a une perte des repères traditionnels et
En même temps, les convictions religieuses, les convictions culturelles, les convictions sociales, etc., sont ébranlées, sont bousculées à ce moment-là aussi, en même temps que la révolution industrielle. Il y a une impression d'entrer dans une nouvelle époque. La modernité commence avant, mais avec le développement de l'industrie, il y a vraiment, au jour le jour, cette impression de vivre au début de nouvelles potentialités, d'une nouvelle ère, à tort ou à raison, c'est ce qui est ressenti. Et ressenti en même temps chez les utilitaristes, le désir d'essayer de trouver des règles éthiques ou des règles morales neutres ou soi-disant neutres par rapport aux convictions traditionnelles, convictions religieuses, culturelles, etc., etc. Donc, c'est comme ça que les utilitaristes vont prendre comme fondement la simple capacité de ressentir comme base commune. C'est à partir du moment où ils prennent comme base commune la capacité de ressentir qu'ils vont formuler comme objectif ultime la recherche du plus grand bonheur ou la tentative de maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et à partir du moment où ça, c'est le critère, bien, graduellement, ils vont dire, ou ils vont prendre conscience que s'ils veulent être cohérents avec ce critère-là, qui est leur fondement, ils doivent inclure les animaux au même titre que n'importe quelle personne. Parce que si le critère, c'est la capacité de ressentir, bien, dès qu'il y a une capacité à ressentir, il doit y avoir inclusion dans la perspective éthique, avec certaines nuances là, auxquelles je reviendrai, parce qu'en bout de ligne, l'escargot n'a pas la même valeur que le grand singe pour les utilitaristes. Je prends des extrêmes un peu, là, mais le nombre de neurones va entrer en ligne de compte pour les utilitaristes. Le niveau cognitif va entrer en ligne de compte. Donc, il va y avoir bien des nuances, mais ça donne l'air d'aller ou le portrait d'entre eux. Donc, à partir de là, les utilitaristes vont se donner certains critères pour faire le calcul. L'approche, elle est très simple. C'est une approche pragmatique, une approche pratique. Il s'agit tout simplement, face à un problème éthique ou à un choix éthique, où il y a un dilemme, une hésitation, il s'agit tout simplement de regarder les différentes options, les différents choix, et d'évaluer pour chacune des options toutes les conséquences positives et négatives qui vont en découler si on prend ce choix-là. Donc, je pense que l'image la plus parlante, c'est de s'imaginer un peu comme une espèce de balance où on imagine que deux plateaux, et supposons qu'on fait le choix A. Bien, en faisant le choix A, il va avoir comme conséquence positive telle ou telle chose. Donc, on fait comme si on mettait des jetons de conséquences positives dans le plateau aspect positif. Et après ça, on fait la même chose, toujours en faisant le choix A, puis ça va être quoi les conséquences négatives? On fait comme si on mettait des jetons dans le plateau, donc des éléments négatifs, puis là, on regarde de quel côté penche la balance. Est-ce qu'elle penche davantage du côté des conséquences positives ou des conséquences négatives? Supposons qu'on fait ça pour le choix A, on regarde quelle balance ça donne. Après ça, on fait la même chose pour le choix B. Si on fait le choix B, quelles vont être les conséquences positives, quelles vont être les conséquences négatives? Comment ça s'équilibre dans cette balance-là? Quel est le poids relatif des conséquences positives par rapport aux conséquences négatives? Supposons qu'on fait le choix C, choix D, etc., etc. Et à la fin, on regarde pour chacune des options, avec la balance positif-négatif dans les éléments, on regarde chacune des options dans leur balance d'éléments positifs et négatifs et on prend l'option où il y a le plus d'éléments positifs. Donc, on va maximiser finalement un plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc, l'idée générale de l'approche utilitariste, c'est tout simplement ça. Il va y avoir des nuances, j'y viens, mais je pense que c'est utile de s'en donner une idée générale
les utilitaristes vont dire, face à un choix éthique, bien, on regarde les différentes options et un peu comme si on avait une balance avec deux plateaux où on évalue les points positifs et négatifs dans les conséquences qui vont découler du fait de faire A ou de faire B ou de faire C. Une fois qu'on a fait cette évaluation-là, on prend l'option qui a le plus d'éléments positifs pour maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est l'approche utilitariste. Ensuite, ils vont se donner 4 critères ou 4 éléments qui vont permettre de venir raffiner ce calcul-là. Pages 52 et 53 de votre cahier, vous avez dans le bas de 52 et le haut de 53, de la page 53, vous avez les 4 éléments. Donc, ce que j'ai appelé le moyen pour faire le calcul. Donc, les utilitaristes vont se mettre certains critères pour raffiner cette évaluation-là des conséquences positives. Ces 4 éléments-là, je les prends un à un, ou je les présente en 4 éléments, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'application, je vous mentionne tout de suite que les 4 éléments, habituellement, sont imbriqués ensemble. Donc là, je les sépare simplement pour mieux les voir avec vous, mais habituellement, de la manière que les éléments se présentent, ils se présentent habituellement imbriqués ensemble. Premier élément que vous avez donc à la page 52, c'est que les utilitaristes vont considérer pour leur calcul que chacun compte pour un et pour un seul, et que chacun doit être inclus dans le calcul s'il en subit les conséquences, si je subis d'une quelconque façon les conséquences. Donc, chaque personne, mais même, pour être plus précis, on devrait dire chaque être vivant qui a la capacité à ressentir, étant donné que c'est le critère au fondement de l'approche utilitariste, chaque être vivant qui a la capacité à ressentir doit être considéré dans le calcul si le choix éthique a des conséquences sur, j'allais dire sur sa personne, là, mais sur cet être vivant-là, puisque c'est peut-être pas nécessairement une personne, ça peut être un animal aussi. Donc, dès qu'on est concerné par une décision, dès qu'on va en subir d'une quelconque façon, de manière directe ou indirecte, dès qu'on va en subir d'une quelconque façon les conséquences, on doit être inclus dans l'évaluation utilitariste. Ensuite, ils vont préciser que, en considérant chaque être vivant, chacun compte pour un et pour un seul. L'idée ici, c'était à la base de se dire, il ne faut pas se retrouver dans une situation où on se dit qu'en principe, on considère tout le monde, mais qu'en pratique, supposons, on met plus de poids à certains individus qui occupent une fonction sociale ou qui appartiennent à plus élevée ou qui appartiennent à une classe sociale supérieure ou distincte. C'était un peu la difficulté que les utilitaristes pouvaient rencontrer à leur époque, 19e siècle, en Angleterre. Bien, par exemple, pour le droit de vote, tout le monde n'avait pas le droit de vote. Et en fonction des responsabilités, on fait considérer que la voix de certains avait plus de valeur que celle d'autres individus. Par exemple, notamment, les propriétaires d'entreprises étaient réputés avoir plus de poids pour une prise de décision parce qu'on se disait, bien, ils sont responsables de leurs employés, ils sont responsables de la vie et du bien-être d'autres individus, ils ont plus de responsabilité, donc leur point de vue doit compter davantage que le point de vue d'une personne qui a très peu de responsabilités ou qui est peu en mesure de tenir des responsabilités. Donc, les utilitaristes qui savaient qu'il y avait ce type de discours-là au 19e siècle ne voulaient pas se retrouver dans une situation où on aurait, en principe, dit « OK, on considère tout le monde », mais après ça, en pratique, dire « OK, si c'est quelqu'un qui appartient à une classe sociale inférieure, on le considère, mais sa voix vaut une demi-voix. Puis si c'est quelqu'un qui est propriétaire d'entreprise, sa voix, elle compte, mais elle compte double.
Donc, les utilitaristes ne voulaient pas se retrouver dans une situation comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, premier critère, c'est qu'ils vont dire tout être que la capacité à ressentir doit être considéré dans le calcul, mais au point de départ, chacun a la même valeur dans le calcul. Chacun compte pour un et pour un seul. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui compte double ou qui compte triple parce qu'il y a plus d'argent que quelqu'un d'autre. Donc, indépendamment de notre richesse, indépendamment de notre classe sociale, de notre statut d'emploi, indépendamment qu'on soit père de famille ou qu'on soit célibataire, qu'on soit jeune ou vieux, etc., à la base, d'un point de vue utilitariste, tout le monde compte pour un et pour un seul. À la sortie, au final, tout le monde n'aura pas le même poids. On regardera pourquoi. Mais à l'entrée, disons que les utilitaristes vont dire tout le monde compte pour un et pour un seul. Deuxième critère, c'est qu'il faut procéder à une évaluation de l'ensemble des conséquences. Et là, j'entrerai pas dans les détails, là, mais c'est la grande différence entre la première formulation de l'utilitarisme qu'on retrouvait chez Jeremy Bentham et la reformulation qu'on retrouve avec John Stuart Mill. C'est que au début, il s'agissait d'essayer de calculer ou d'évaluer toutes les conséquences réelles. La grande difficulté, c'est on ne sait pas toujours ce qui va se produire et parfois, c'est ce qui semble le plus incroyable, le plus improbable qui finalement se produit. Donc, si on doit évaluer toutes les conséquences réelles, tant qu'on n'a pas fait le choix, on ne sait pas quelles conséquences réelles vont en découler. Donc ça, c'est une difficulté ou une limitation. Et remarquez que déjà un siècle avant, 18e siècle, avec l'approche kantienne chez Kant, c'était son argument pour dire ne laissons pas de côté des manières de faire bonnes en elles-mêmes pour des conséquences qu'on ne peut pas savoir si ces conséquences-là vont réellement se produire. Donc ça, c'était la grande difficulté. Ensuite, avec John Stuart Mill, la nuance, en gros, là, je vous mets ça en résumé, mais c'est de dire, ben, il s'agit d'évaluer les conséquences probables. C'est-à-dire que même si on ne sait pas quelles vont être les conséquences réelles d'un choix, tant qu'on n'a pas fait ce choix-là, on peut quand même, avant de faire le choix, de prendre la décision, on peut quand même évaluer les conséquences les plus probables. Je peux très bien évaluer que si je me comporte de telle ou telle façon, il est beaucoup plus probable que je déplaise à telle ou telle personne et que je plaise à telle ou telle personne en prenant telle ou telle décision que l'inverse. Donc, peut-être que ce n'est pas ce qui va se produire, mais habituellement, on peut anticiper les probabilités. Donc, ici, les utilitaristes vont dire on doit évaluer toutes les conséquences probables, prévisibles. Évidemment, peut-être que ça ne sera pas exactement ce qui va se passer, mais on travaille à partir de ce qu'on peut anticiper pour évaluer une décision à prendre. Donc, comme il s'agit de prendre la décision en essayant de l'évaluer dans la perspective utilitariste, bien, évidemment, si on l'évalue après coup, ça ne sert plus à rien de se dire j'aurais dû faire l'inverse. Le choix a été fait, donc il s'agit d'évaluer avant pour essayer de prendre la décision la plus éthique. Donc, premier élément, tout le monde doit être considéré dans l'évaluation utilitariste dès qu'il y a la capacité à ressentir et qu'on subit les conséquences. À ce moment-là, tout être vivant qui a la capacité à ressentir compte pour un et pour un seul. Là, le point de départ met les animaux et les êtres humains au même pied d'entrée. Point de départ, point de sortie va être plus nuancé. Je mettrai les indications tantôt. Ensuite, deuxième élément, c'est qu'il s'agit d'évaluer l'ensemble des conséquences selon les probabilités. Donc, concrètement, si on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il se passe de manière à peu près certaine telle ou telle conséquence, non seulement on doit les inclure, mais on doit leur donner un poids plus important
dans notre calcul que telle ou telle conséquence qui peuvent arriver, mais qu'il y a peut-être juste 10% de probabilité que ça arrive. Donc, les utilitaristes vont dire on doit évaluer toutes les conséquences possibles. Mais ensuite, on ne va pas toutes mettre les conséquences sur le même pied d'égalité, on va les évaluer en fonction de leur degré de probabilité. Je dois accorder beaucoup plus de poids à une conséquence qui devrait se produire fort probablement, ou qui a 99% de probabilité que ça se produise. On doit lui donner plus de poids parce que ça va fort probablement se produire qu'une conséquence qui peut se produire, que je dois considérer, mais qui a peut-être juste 5% ou 2% de probabilité que ça arrive et 98%, supposons, de probabilité que ça n'arrive pas du tout. Ça, c'est le deuxième critère. Donc, ici, c'est un critère remarqué de rigueur. Il s'agit d'essayer d'évaluer toutes les conséquences possibles, prévisibles. Troisième critère, c'est qu'il s'agit d'évaluer l'étendue des conséquences. Et là, il y a deux aspects à l'étendue. Donc, l'étendue, c'est jusqu'à quel point ça s'étend. Et il y a deux aspects. Le nombre d'êtres vivants ayant la capacité à ressentir, qui vont être touchés. Donc, à quel point ça s'étend en termes de nombre de gens. Et là, s'il y a, supposons, 100 personnes qui vont être affectées par une décision, ça compte plus dans le calcul que s'il n'y a qu'une seule personne. Là, dans un cas comme ça, on pourrait dire, 100 personnes, ça va compter 100 fois plus qu'une seule personne à conséquence égale. Si toute chose est égale par ailleurs, 100 personnes affectées comptent 100 fois plus qu'une seule personne, si tout est égal par ailleurs. Donc ça, c'est le premier aspect de l'étendue. On vient multiplier par le nombre d'êtres vivants ayant la capacité de ressentir qui va être affecté par une décision. Là, à ce moment-là, les animaux vont pouvoir être inclus là-dedans aussi. Et entre autres, ça va avoir un poids en éthique de l'environnement. Si des décisions qui affectent l'environnement, affectent aussi plusieurs animaux, ça va avoir beaucoup plus de poids qu'une technologie, par exemple, qui augmente le revenu d'individus, mais qui détériore, par exemple, grandement et durablement l'environnement. Donc ça, c'est le premier aspect, l'étendue, le nombre d'êtres vivants affectés positivement ou négativement par les conséquences, par une décision. L'autre aspect de l'étendue, c'est la durée. Jusqu'à quel point les conséquences vont s'étendre, non seulement en termes de nombre, mais vont s'étendre dans le temps. Est-ce que ça va s'étendre, les conséquences, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 200 ans, ou simplement pendant 10 minutes, 15 minutes? Et là aussi, si on prend l'image d'une balance avec deux plateaux, où on met les aspects positifs et négatifs dans la balance, bien, plus une conséquence a une étendue élevée en termes de nombre de personnes, plus on lui donne du poids, mais même chose, plus une conséquence a une étendue élevée en termes de durée temporelle, plus on doit lui donner de poids aussi. Si une chose, supposons qu'on le prend juste à titre individuel, supposons qu'on est les seuls affectés par une décision, supposons. Bien, souvent, on le fait intuitivement. Si j'ai telle conséquence négative, j'ai mal aux dents, je m'en vais chez le dentiste, ça va faire mal, ça sera peut-être pas plaisant, mais ça sera pas long. Puis après ça, je vais être bien tout le temps. Bien, déjà là, je fais, c'est comme si je me disais mentalement, je faisais comme une espèce de calcul, peut-être pas tout à fait réfléchi, mais c'est comme je me disais, c'est un mauvais moment à passer, mais qui va être beaucoup plus bénéfique, parce qu'après ça, je vais être bien tout le temps, pour longtemps. Ben là, c'est la même chose. Les utilitaristes vont dire, il s'agit de tenir compte de l'étendue. Si une conséquence est positive ou négative, peu importe, mais qu'elle est courte,
ça a moins de poids que si on subit cette chose-là négativement, mais très longtemps. Si on souffre, mais qu'on n'en voit pas la fin, que ça dure, que ça dure, que ça dure, c'est bien pire que si on a une conséquence un peu négative, on fait un effort, mais après ça, on est mieux. T'sais. Bon, ben à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup, mais c'est quelque chose qui dure. Bon, je pense que vous voyez l'idée. Je reprends les éléments, les 3 premiers éléments. Il s'agit, dans le fond, de considérer, face à un problème éthique, une décision à prendre, pour faire l'évaluation éthique d'un point de vue utilitariste. Donc, pour les utilitaristes, il s'agit de considérer tous les êtres vivants qui ont la capacité à ressentir et qui vont être affectés d'une manière ou d'une autre par la décision. Là-dedans, au point de départ, chacun compte pour un seul, que ce soit un animal, un jeune, un vieux, etc. Au point de départ, point d'arrivée, ça va changer. Point de départ. Ensuite, il s'agit d'évaluer l'ensemble des conséquences et l'ensemble des conséquences directes et indirectes. Par exemple, si une décision implique une perte d'emploi, bien là, on regarde la conséquence pour la personne qui perd son emploi. Mais on doit aussi regarder la conséquence. Supposons que cette personne-là a 3 enfants. Bien, les conséquences sur les 3 enfants, le fait que l'individu a perdu l'emploi. Supposons que si les enfants sont à charge. Et si ça affecte aussi les relations avec les amis, bien, etc. Donc, même si les conséquences sont indirectes, si les conséquences sont probables, bien, on doit les considérer dans l'évaluation utilitariste. Ensuite, on doit regarder combien d'êtres d'êtres vivants ayant la capacité à ressentir vont être affectés. Est-ce que c'est un être vivant, 2, 3, 10, 20, 200, 2000, une population, la planète entière, etc. Et il s'agit ensuite de regarder l'étendue aussi d'un point de vue temporel ou de la durée. Remarquez ici que le critère de l'étendue temporelle, de la durée, c'est le critère qui a ouvert, qui amène une ouverture de l'éthique utilitariste vers les questions sur l'environnement et aussi les questions sur les finances publiques. Pourquoi? C'est que en considérant la durée et si on garde à l'esprit qu'il s'agit de voir aussi les conséquences selon leur probabilité, normalement, on pourrait dire, bien normalement, disons, si on n'est pas dans la perspective utilitariste, on pourrait dire, bien je dois me comporter de façon éthique envers les personnes vivantes. Je ne considérais pas des personnes qui n'existent pas encore pour savoir est-ce que je me comporte moralement bien envers des personnes qui n'existent pas. Normalement, ou règle générale, ça n'a pas trop de sens ou ça ne semble pas avoir de sens. Mais à partir du moment où on se dit la perspective éthique doit inclure la durée temporelle avec la probabilité, bien, si je sais que la décision va avoir des impacts sur une durée, supposons, de 300 ans, bien, je dois, dans l'évaluation des conséquences, évaluer qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore nées, qui n'existent pas, mais qu'elles vont, selon toute probabilité, naître. L'humanité ne va pas s'éteindre avec nous. Il est hautement probable, d'un point de vue statistique, qu'il y ait des générations futures, même si on ne connaît pas ces individus-là. Donc, si une décision a des impacts, par exemple, sur l'environnement pendant 1, 2 ou 3 générations, on doit considérer dans l'étendue temporelle et donc aussi dans l'étendue en termes de nombre de personnes affectées, des individus, par exemple, qui vont être affectés dans 3 générations, même si ces individus-là n'existent pas encore, parce que il est hautement probable que ces individus-là existent. Et c'est la même chose sur les questions des finances publiques. Si une décision va occasionner une dette publique
qui va avoir des impacts sur, supposons, 4 générations. Bien, d'un point de vue utilitariste, on doit considérer les 4 générations, même si la 4e génération n'est pas encore née. Donc, parce qu'il est probable qu'il y ait encore des naissances. Ce critère-là de l'étendue temporelle, combiné avec le fait de devoir tenir compte des probabilités que les conséquences aient lieu, bien, a amené une ouverture de l'éthique utilitariste vers la considération des générations futures. Donc, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans d'autres perspectives. Mais sur des questions comme l'environnement ou des questions qui impliquent les finances publiques, la dette publique, là, l'étendue en termes de durée et de probabilité va impliquer une considération des générations futures, même si ces individus-là ne sont pas encore nés. Si je reviens aussi, premier critère, considérer chaque être qui a la capacité à ressentir, là, c'était l'ouverture de l'approche utilitariste à l'éthique animale, considération des animaux. Et là, critère de l'étendue temporelle et l'ouverture vers la question des générations futures, notamment en éthique de l'environnement et en éthique sur les finances publiques. Quatrième critère, qui est un critère extrêmement important pour les utilitaristes, c'est le critère de l'intensité. Il s'agit de tenir compte de l'intensité des conséquences. L'intensité, c'est, en quelque sorte, jusqu'à quel point les conséquences vont être plaisantes ou déplaisantes. Si c'est extrêmement plaisant ou extrêmement déplaisant, ça doit avoir beaucoup plus de poids. Si on reprend l'image de la balance, ça doit avoir beaucoup plus de poids que si c'est juste bof, un peu plaisant ou bof, un peu déplaisant. Donc, si le plaisir qu'on va obtenir est vraiment, wow, vraiment plaisant, intensément, ça compte beaucoup plus que si c'est, ouais, je suis correct, là. Et même chose, si le désagrément est extrêmement souffrant, affreux, pénible, ça a beaucoup plus de poids que si c'est juste, bon, c'est pas le fun, là, mais dans une demi-heure, je vais l'avoir oublié. Donc, le quatrième critère, celui de l'intensité, consiste à dire plus une conséquence est intense en termes de ressenti positif, qui peut être un ressenti positif ou négatif, plaisant ou déplaisant, plus c'est intense, plus ça doit avoir de poids. Et ce critère-là est extrêmement important pour les utilitaristes parce que c'est le critère qui permet d'éviter l'esclavage, entre autres. C'est le critère aussi qui permet d'éviter l'exploitation d'une minorité par une majorité. S'il n'y avait pas le critère de l'intensité, on pourrait dire on va réduire une minorité à l'esclavage, pour prendre un exemple extrême, au nom du plus grand bonheur du plus grand nombre. Mais pour les utilitaristes, ce serait aberrant qu'on dise que l'esclavage serait acceptable éthiquement au nom de la maximisation du plus grand bonheur du plus grand nombre d'une majorité. Et pour eux, ce qui vient éviter ça, ou ce qui permet d'éviter d'entrer dans une telle aberration, c'est le critère de l'intensité. Ils vont dire, perdre sa liberté, être réduit à l'esclavage, c'est intensément désagréable. Perdre sa liberté, c'est aussi perdre la majeure partie des ressources pour être heureux, pour faire ce qu'on veut de notre vie, pour avoir une emprise sur notre propre vie. C'est intensément désagréable et ils vont dire l'intensité de perdre sa liberté en étant réduit à l'esclavage et d'un poids qui n'a aucune mesure comparable avec le plaisir, par exemple, de payer un produit moins cher parce qu'il a été produit par des esclaves. Donc, le fait de bénéficier des fruits de l'esclavage
apporte un plaisir ou une satisfaction qui est relativement peu intense, peu satisfaisante, ou qui occasionne peu de plaisir, comparativement à l'intensité d'être privé de notre liberté. Donc, l'intensité ici, et la liberté entre là-dedans, l'intensité, c'est ce qui permet aux utilitaristes d'éviter l'exploitation d'une minorité par une majorité. Le critère de l'intensité va avoir beaucoup de poids. C'est ce critère-là qui permet d'éviter l'exploitation d'une minorité par une majorité. Ça fait aussi en sorte que certains individus qui ont une capacité à ressentir peuvent avoir au final, en quelque sorte, plus de poids dans la balance qu'un plus grand nombre qui va être affecté de manière moins intense ou moins lourde. C'est justement ce qui permet d'éviter l'exploitation d'une minorité par une majorité. C'est-à-dire que même si, concrètement, là, avec le même exemple pour l'esclavage, même si c'était seulement 10 personnes qui étaient réduites à l'esclavage pour le bénéfice de 100 000 personnes, pour un utilitariste, ce ne serait pas acceptable parce que les 10 personnes qui vont être privées de leur liberté vont avoir un désagrément tellement intense que ça ne pourra pas être mis sur le même pied que les 100 000 personnes, par exemple, qui tireraient profit de leur exploitation ou de leur esclavage, du travail de leur esclavage. Donc, ça implique, de manière générale, que l'intensité ici peut complètement faire changer le poids d'une balance de côté. Dans l'étendue, critère avant, dans l'étendue, on commence par évaluer le nombre de personnes et donc l'étendue en termes de nombre et la durée temporelle, l'étendue en termes de temps, de durée. Et là, ça a plus de poids si ça affecte plus de personnes et ça a plus de poids si ça affecte plus longtemps, pendant plus de temps. Mais le critère de l'intensité peut faire changer complètement le poids de côté. On pourrait se retrouver avec finalement beaucoup de personnes affectées longtemps par le profit de la réduction à l'esclavage d'une minorité, mais ça va être renversé, même s'ils sont plus nombreux à tirer profit pendant plus longtemps, ça va être renversé par l'intensité de perdre sa liberté. Donc, le critère de l'intensité est extrêmement important pour les utilitaristes, mais ça devient extrêmement important aussi de saisir comment ils l'évaluent, si on veut suivre leur raisonnement. Qu'est-ce qui va avoir le plus de poids en termes d'intensité pour les utilitaristes? Au point de départ, c'est la vie et la mort. Ça, c'est ce qui est le plus intense, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup à développer là-dessus. Là. Je pense qu'on comprend assez bien que ce qui est le plus intense, tant en termes de plaisir que d'éléments déplaisants, c'est de pouvoir vivre ou de mourir. C'est parmi toutes les choses négatives, se faire tuer, c'est pas mal la plus intense, la plus lourde de conséquences. Donc, en termes d'intensité, au sommet, c'est qu'est-ce qui est question de vie ou de mort. Ça, c'est vraiment le plus intense pour les utilitaristes. Ensuite, c'est ce qui touche l'intégrité physique, en quelque sorte. Se faire couper un bras, on n'en meurt peut-être pas nécessairement, mais se faire couper un bras, c'est intensément désagréable. Donc, ce qui vient toucher l'intégrité physique va ensuite arriver dans la hiérarchie de l'intensité pour les utilitaristes. Ensuite, il va y avoir le sentiment de liberté, ou pas juste le sentiment, la liberté effective. Pouvoir utiliser notre liberté, c'est ce qui va arriver ensuite. Donc, le plus intense, c'est vie et mort. Ensuite, l'intégrité physique, là, ne pas se faire couper un doigt, une jambe, etc. Et ensuite, tout de suite après, c'est la liberté. Donc, la liberté pour les utilitaristes, c'est quelque chose d'intense en termes de plaisir, de satisfaction, si on l'a, mais en termes de désagrément, si on en est privé. C'est
trois types d'éléments-là, vie et mort, intégrité physique, là, pas se faire amputer un membre, et liberté, pouvoir agir comme on veut, ne pas être réduit à l'esclavage. Ces trois types d'éléments-là, je pense qu'ils se comprennent assez bien. On n'a pas besoin d'élaborer beaucoup là, pour essayer d'en faire une défense ou une démonstration. On saisit assez bien pourquoi les utilitaristes accordent beaucoup de poids ou beaucoup d'intensité à ces éléments-là. L'autre élément, ensuite, en termes d'intensité, c'est ce qui va faire appel à des facultés cognitives supérieures pour les utilitaristes. Et cet élément-là, il peut être beaucoup plus controversé. Donc, je vais prendre le temps de regarder avec vous ou pour vous la justification qui est apportée par les utilitaristes. Mais une fois qu'il y a d'assurer la vie, entre vie et mort, intégrité physique, ne pas être amputé, et liberté, une fois que ces éléments-là sont assurés, ensuite, ce qui a le plus de poids, c'est ce qui va faire appel à des capacités intellectuelles ou cognitives supérieures et un plaisir, par exemple, qui implique des facultés intellectuelles plus élevées, va avoir plus d'intensité, plus de poids dans la balance qu'un plaisir purement sensoriel, qui fait qu'appelle qu'aux sensations du corps. Donc ici, c'est de deux choses là. Soit on est d'accord avec les utilitaristes, puis qu'on se dit oui, ce qui fait appel au plaisir intellectuel a plus de poids, ou ce qui fait appel aux facultés cognitives, je devrais dire, ce serait plus exact, a plus de poids que les simples plaisirs sensoriels, physiques. Si on est d'accord, OK, oui. Mais si on n'est pas d'accord, on pourrait dire, pourquoi? Si on n'est pas d'accord, on pourrait dire, est-ce que c'est pas finalement une manière de favoriser leur propre plaisir? Parce que probablement que si les utilitaristes ont se sont donné la peine ou la joie, là, je ne sais pas, d'écrire une théorie philosophique, éthique, probablement qui aiment les trucs intellectuels, probablement qui sont à l'aise avec ce qui fait appel à des facultés cognitives plus élevées. Donc, on pourrait dire, finalement, est-ce que c'est pas leur propre plaisir qui essaie de se situer à une échelle plus élevée que les plaisirs de la sensation? Et on pourrait se dire, et la question elle est valable, pourquoi est-ce qu'un plaisir qui fait appel à des facultés intellectuelles élevées aurait nécessairement plus de poids que le plaisir qu'on peut avoir en pratiquant un sport, par exemple? Est-ce que c'est juste parce que la pratique du sport fait qu'appel essentiellement qu'aux sensations physiques, sensorielles? Est-ce que c'est suffisant pour dire que ça a moins de poids, moins d'intensité que quand ça fait appel à des facultés cognitives? Pourquoi? Est-ce que c'est pas finalement mettre de l'avant le plaisir que les utilitaristes aiment au détriment du plaisir qu'on peut très bien avoir, nous, au niveau de nos préférences par rapport au plaisir cognitif? Donc, la question est tout à fait légitime. On peut être en accord et on peut être en désaccord avec les utilitaristes. Mais je vous donne leur justification. Donc, pour qu'on puisse au moins comprendre quel est le rationnel ou quel est le raisonnement derrière leur option d'accorder plus de poids au plaisir qui implique des facultés cognitives. Puis après ça, on regardera les implications de ça. Leur justification, c'est essentiellement un exercice de pensée. Il existe différentes variantes chez les utilitaristes, mais les différentes variantes reviennent à peu près essentiellement à la même chose. C'est l'exemple autour de différents modes de vie ou choix de vie. Un exemple classique chez les utilitaristes, c'est qu'ils vont dire, supposons qu'on fait l'exercice de pensée suivant. Imaginons qu'on a la possibilité de vivre 3 vies différentes. Et donc, c'est un exercice de pensée, là. On ne va pas vivre 3 vies. Les utilitaristes ne croient pas dans une réincarnation ou un truc comme ça, là. Pas du tout. Mais c'est simplement un exercice de pensée. Ils vont dire, supposons qu'on peut vivre 3 vies. Et que la première vie, on
la fait en étant un petit cochon, un petit porc. On fait notre vie de petit cochon. Donc là, supposons que on arrive chez un fermier plutôt aimable et aimant à notre égard. Donc, on va dire, on vit notre vie de petit cochon. Bien, on a des plaisirs qui impliquent les sensations. Et on va avoir plusieurs plaisirs. On va profiter du soleil au-dessus de nous. On va se rouler dans la boîte. Puis là, on est heureux comme... d'où l'expression être heureux comme un petit cochon dans la boîte. Donc, c'est nous, dans cette vie-là. On a plein de sensations agréables. Du fait de manger, du fait de se rouler dans la boîte, de profiter du soleil, du plein air, etc. En même temps, on n'a pas de tracas trop grand. T'sais, comme petit cochon, on ne se demande pas qu'est-ce qu'on va manger pour souper. On n'a pas une charge mentale à essayer de planifier une conciliation travail-famille. On n'a pas à se demander qu'est-ce que je vais faire plus tard de ma vie. Tu sais, il y a plein de tracas qu'on n'a pas en vivant notre vie de petit cochon. Supposons qu'on peut imaginer, qu'on peut entrevoir comme conséquence probable. Donc, les utilitaristes vont dire, supposons on arrive, on meurt. Et remarquez que comme petit cochon, on n'a pas passé du temps à se demander qu'est-ce qui se passe quand je vais mourir, est-ce que je vais devenir un élément du petit déjeuner de Tom le fermier ou est-ce que je vais finir au supermarché? Non, on ne se pose pas de questions sur est-ce que ma destinée c'est de devenir du bacon catégorie A. Non, on ne se pose pas ces questions-là. On vit, on meurt, point final pour le petit cochon. Pas de questionnement métaphysique ou de grandes questions existentielles. Les utilitaristes vont dire, OK, supposons on a vécu notre première vie comme un petit cochon. Supposons qu'on peut vivre une deuxième vie et cette vie-là, on la vit en tant qu'être humain. Donc là, tous les plaisirs sensoriels, tous les plaisirs qui impliquent d'abord et avant tout le corps, qu'on pouvait avoir en tant que petit cochon, on va aussi pouvoir les avoir comme être humain. Donc, on va aussi pouvoir se rouler dans la boîte, je ne sais pas, là, mais on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir, on peut quand même aller dans la boîte, puis enfin, on n'a pas trop à se soucier du lavage à faire, puis on va pouvoir profiter du soleil, on va pouvoir avoir les plaisirs de bien manger, même mieux manger que ce qu'on mangeait comme petit cochon. On va avoir plein de plaisirs comme ça, sensoriels qui impliquent les sensations corporelles immédiates. Mais on va aussi avoir des plaisirs qui impliquent des facultés cognitives ou des facultés intellectuelles qu'on n'a pas si on est un petit cochon. On va avoir ces éléments-là, mais on va avoir aussi plein de fardeaux, d'épreuves et de tracas qu'on n'avait pas quand on avait en étant un petit cochon, supposons, en tout cas qu'on peut imaginer. Par exemple, en vivant notre vie d'être humain, plus jeune, ça va, on ne se souciera pas trop de l'avenir, mais après ça, on va se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment apprécié de ces amis-là? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais rencontrer vraiment un grand amour? Est-ce que ça va arrêter d'être des relations insatisfaisantes ou que c'est vacillant, que c'est de déception en déception? Est-ce que je vais réellement être aimé pour qui je suis? Est-ce que je vais avoir un grand amour? Est-ce que ça va être solide? Est-ce que ça va être vraiment pour le meilleur et le pire? Est-ce que ça va être quelque chose qui est vraiment satisfaisant? Est-ce que je vais avoir un travail qui me plaît? Est-ce que je vais être condamné à faire une job ou une jobine que j'aime pas puis que je passe ma vie à avoir hâte à ma retraite pour arrêter de travailler puis qu'une fois à la retraite, j'apprends que j'ai le cancer puis je meurs 6 mois après? Est-ce que je vais avoir un travail que j'aime? Mais qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? En quoi je vais aller étudier? Qu'est-ce qui va être satisfaisant? Quel genre d'études je devrais faire ou ne pas faire? Quel genre de carrière je devrais viser?
Est-ce que je devrais avoir des enfants ou pas d'enfants? Est-ce que je vais être dans une situation satisfaisante pour en avoir? Est-ce que je vais pouvoir vivre dans une maison un jour ou est-ce que je vais rester dans un appartement miteux ou désagréable? Comment je vais payer les comptes à la fin du mois? Comment je vais payer le cellulaire, Internet? Est-ce que je vais pouvoir faire un voyage ou pas? Est-ce que je vais être condamné à rester dans un lieu insatisfaisant? Est-ce que je vais pouvoir développer des amitiés, etc., etc.? Il y a plein de tracas et de préoccupations qu'on a en tant qu'être humain et que les cochons ont fort probablement pas. Je pense pas que les cochons se soucient réellement de est-ce qu'ils vont payer les comptes à la fin du mois? Est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour faire un voyage? Est-ce qu'ils vont rencontrer le grand amour? Est-ce qu'ils vont avoir des amis fiables? Quel genre d'études ils devraient faire ou ne pas faire? Les cochons ne se posent pas ces questions-là, n'ont pas ces tracas-là. Alors que l'être humain, non seulement peut avoir ces tracas-là, mais dans certains cas, ces tracas-là peuvent même empêcher de bien dormir, peuvent tracasser. Justement, c'est un peu la définition d'un tracas, ça te tracasse. Il va y avoir plein de soucis qui vont amener aussi plein de questionnements. Il peut y avoir aussi des questionnements existentiels ou métaphysiques. Est-ce que ma vie, mon existence, c'est juste de naître, de gigoter un peu, puis après ça, de mourir, puis de devenir de l'engrais, puis de la bouffe pour les vers de terre, ou est-ce que quelque chose d'autre? Le petit cochon, il ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'il y avait de quoi après sa mort, ou si sa mort, c'était juste l'aboutissement en tranche de bacon. Donc, il y a plein de questions, de questionnements au quotidien sur qu'est-ce qu'on peut faire ou doit faire de notre vie. Est-ce que notre vie a un sens ou elle n'a pas de sens, etc. Il y a plein de questionnements, de tracas qu'on peut avoir comme être humain, mais qu'on imagine très bien que le cochon n'a pas. Donc, je reviens à l'exercice de pensée des utilitaristes. Ils vont dire, supposons qu'on vit notre première vie comme cochon, comme petit cochon. On vit notre deuxième vie comme être humain. Dans notre deuxième vie comme être humain, on va avoir plein de plaisirs sensoriels, corporels, mais on va avoir aussi plein de tracas, plein de préoccupations, plein de trucs qui vont nous préoccuper, qui vont parfois nous empêcher de dormir, etc. Supposons, on meurt, et supposons, vont dire les utilitaristes, qu'on peut vivre une troisième vie. Et supposons que cette troisième vie-là, on a le choix de revivre une vie de petit cochon ou de revivre une vie d'être humain. Bien, les utilitaristes font le pari que la vaste majorité des individus, s'ils pouvaient avoir expérimenté à la fois une vie de petit cochon, une vie d'être humain et qui avaient la troisième possibilité, les utilitaristes font le pari que la vaste majorité des individus préféraient revivre une vie d'être humain malgré toutes les préoccupations, les tracas, les inquiétudes qu'un être humain a, plutôt que de revivre une vie de petit cochon. Mais les utilitaristes vont dire, quelle est la différence ici? C'est pas une différence de qualité ou de quantité de plaisir sensoriel. L'être humain puis le petit cochon en ont probablement autant, puis peut-être même que le petit cochon a peut-être même plus de plaisir sensoriel que l'être humain. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de tracas que le petit cochon n'a pas et que l'être humain a. Les utilitaristes vont dire, pourquoi donc est-ce que la majeure partie des individus, fort probablement, préféraient revivre une vie d'être humain plutôt qu'une vie de petit cochon? Bien, finalement, la différence pour les utilitaristes, c'est dans les facultés intellectuelles, cognitives. C'est qu'ils vont dire, l'être humain, malgré que ses facultés intellectuelles vont l'amener à se questionner sur le sens de son existence,
vont l'amener à se questionner sur le type de relation, d'amitié, d'amour qu'ils peuvent avoir. Malgré toutes les préoccupations, ces facultés intellectuelles-là doivent, à quelque part, être suffisamment précieuses pour que on trouve mieux d'avoir les facultés intellectuelles et cognitives, même si ça implique des tracas, que d'en être privé, d'en avoir moins, comme un petit cochon. Donc, les utilitaristes, ici, c'est un exercice de pensée. On peut être en accord ou en désaccord, mais je pense que l'exercice permet de mieux voir leur raisonnement lorsqu'ils vont dire que dans l'intensité, une fois qu'on a assuré le partage entre vie et mort, et que la vie a plus de poids, et le partage en respect de l'intégrité physique, ne pas être amputé, pas perdre un bras, et qu'on a assuré la liberté, une fois que ces trois types d'éléments-là sont assurés, pourquoi est-ce qu'on doit considérer comme ayant plus d'intensité ou plus de poids dans le calcul, ce qui fait appel aux facultés cognitives et intellectuelles supérieures? Bien, pour les utilitaristes, si on veut comprendre leur raisonnement, ça tient un peu de cet exercice-là. C'est qu'ils disent, bien, si une majorité d'individus, fort probablement, préféraient avoir une seconde ou une troisième vie d'être humain plutôt que de porc ou de petit cochon, c'est finalement parce qu'on accorde plus de poids aux facultés cognitives qu'aux simples sensations corporelles. Sinon, on préférait la vie de petit cochon qui n'a pas les tracas que l'être humain a. Un autre exercice de pensée qui revient à peu près au même, c'est de dire, bien, imaginons que quelqu'un, une entreprise, supposons, vend comme service, là, c'est pas si vous cherchez une entreprise à partir, essayez pas ça, vous allez faire faillite, mais les utilitaristes vont dire, supposons qu'une entreprise offre comme service la possibilité de ne plus jamais avoir de tracas et de soucis. Mais le moyen pour ne plus avoir de tracas ou de soucis, c'est une opération où on a pour le reste de notre existence l'équivalent, par exemple, d'un an d'âge mental. Là, on ne se préoccupera pas de ce qu'on va manger le soir. Puis si on a pour le reste de notre existence l'équivalent d'un an d'âge mental, on va à quelque part être pris en charge par l'État, fort probablement. Ou en tout cas, si on nous tue, on le verra peut-être pas venir. On le verra pas venir si on n'a qu'un an d'âge mental. Mais là aussi, les utilitaristes vont dire on peut faire le pari qu'une entreprise qui offrirait comme service de ne plus avoir de tracas parce qu'on va vous opérer pour que vous ayez l'équivalent d'un an d'âge mental. On va dire une entreprise comme ça ferait faillite. Il n'y a pas, ou à peu près pas, personne qui serait intéressé à finalement être réduit pour le reste de sa vie à ne pas avoir plus d'un an d'âge mental. Donc là aussi, les utilitaristes vont dire, bien, pourquoi est-ce que malgré tous les soucis qu'on peut avoir à 17, 18 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, mais qu'on n'avait pas à 3, 4 ans? Mais pourquoi est-ce qu'on aime quand même mieux être rendu à 17, 18, 20 ans, 30 ans, plutôt que d'être condamné à rester pour le reste de notre vie à l'âge mental de 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans? Mais même si on n'a plus de préoccupations, même si on en a davantage de soucis, d'angoisse qu'on n'avait pas à l'âge de 3-4 ans, c'est probablement qu'à quelque part, on considère que les facultés qui se sont développées d'un point de vue intellectuel, cognitif, apportent plus de satisfaction que les soucis, les angoisses qui accompagnent ce développement-là. Donc ça, c'est la justification. On peut toujours être en désaccord, mais c'est la justification des utilitaristes où on va dire, bien, si vraiment une majorité préférerait, si elle avait le choix, une majorité préférerait une vie d'être humain plutôt qu'une vie de petit cochon, ou si vraiment on peut penser qu'une majorité préfère avoir un cerveau qui continue de se développer plutôt que d'avoir un cerveau qu'on vient lobotomiser ou opérer pour être condamné à
ne pas se rendre plus loin que 1 an ou 2 ans ou 3 ans d'âge mental, si on préfère nos soucis, finalement, avec le développement, plutôt que d'être confiné à 1 an ou 2 ans d'âge mental, ben c'est probablement parce qu'on trouve quand même plus satisfaisant d'avoir des facultés cognitives, intellectuelles qui se développent que l'inverse. Donc, ça, c'est la justification qui fait en sorte que les utilitaristes vont dire dans l'intensité, on doit accorder plus de poids au plaisir qui implique des facultés cognitives, intellectuelles supérieures par rapport au plaisir qui implique que la sensation corporelle ou physique, une fois que les éléments vie, mort et intégrité physique ont été assurés, et liberté aussi. Évidemment, se faire couper un bras, c'est physique, c'est de la sensation, c'est pas intellectuel. Ça passe avant pour les utilitaristes. La vie, la mort aussi, c'est la capacité de ressentir aussi, ça passe avant. Mais une fois que ça c'est assuré, ensuite, pour les utilitaristes, c'est les plaisirs associés à des facultés cognitives supérieures qui ont plus de poids. Et quelle est la justification des utilitaristes? Bien, c'est essentiellement des exercices de pensée. Ils vont dire, si réellement une majorité préférerait une vie d'être humain qu'à une vie de petit cochon, si on laissait le choix, si on pouvait choisir, ou si réellement une majorité préférerait avoir la possibilité de continuer à se développer intellectuellement plutôt que d'être lobotomisé, ben, on peut probablement tirer comme conclusion que c'est qu'il y a quelque chose de précieux, de plus précieux dans les facultés cognitives, intellectuelles supérieures, plutôt que dans la simple sensation. Parce que la simple sensation, on l'a à 1 an, 2 ans, 3 ans d'âge mental, mais on n'a évidemment pas les mêmes capacités cognitives, etc. Ça fait en sorte, ce critère-là de l'intensité, qu'au point final, au point d'arrivée, là, les animaux ne seront pas tous mis sur un même pied d'égalité que les êtres humains, parce que les animaux ont moins de facultés cognitives. Et là, le calcul des utilitaristes va se nuancer. Je donne deux implications, 2 exemples plutôt pour mieux le voir. Un cas qui a été dénoncé par les utilitaristes, par Peter Singer dans La libération animale, c'est le cas, par exemple, de la souffrance animale qui apporte à peu près pas de contrepartie intense pour l'être humain. Par exemple, pour les cosmétiques et les shampoings, à l'époque où Peter Singer a publié La libération animale, plusieurs compagnies qui fabriquaient des shampoings pour éviter de payer des techniciens de laboratoire et des laboratoires pour tester est-ce que le shampoing est irritant pour les yeux, si on en reçoit dans les yeux en prenant notre douche, allaient faire comme premier test des tests sur des lapins. C'était un calcul monétaire, tout simplement. C'est que ces entreprises-là se disaient, bien, les lapins, ça se reproduit vite, rapidement, ça coûte à peu près rien, on envoie du shampoing, on regarde, est-ce que c'est irritant? C'est beaucoup moins coûteux monétairement que d'avoir des laboratoires et des techniciens de laboratoire qui font les tests, ou en tout cas dans les premières étapes. Mais un cas comme ça, que Peter Singer analysait, disait, bien, c'est inadmissible d'un point de vue utilitariste, parce que s'il s'agit de maximiser le plus grand bonheur du plus grand nombre, chaque personne qui est impliquée doit être considérée et chacun compte pour un et un seul. Donc, le lapin compte autant que l'être humain. Ensuite, il faut mesurer l'étendue, le nombre de lapins puis le nombre de personnes qui peuvent consommer des shampoings. La durée. Bon, ici,
on n'a pas besoin d'avoir une évaluation très précise, là, ça ne change pas grand-chose au calcul. Mais ensuite, l'intensité. Et dans un cas comme ça, le fait de recevoir du shampoing dans l'œil, c'est intensément désagréable, souffrant, et le plaisir de payer son shampoing un peu moins cher est sans commune mesure avec l'intégrité physique dans ce cas-ci, ou le plaisir de l'actionnaire de faire de plus grands profits parce qu'il fait des tests sur des lapins plutôt que de payer convenablement des techniciens en laboratoire, et sans commune mesure, là aussi, avec la souffrance. Donc, pour Peter Singer et les utilitaristes, bien, l'utilisation des lapins comme ça était et est toujours inadmissible. C'était un cas que Peter Singer dénonçait dans son petit livre « La libération animale ». Et si vous regardez vos bouteilles de shampoing, et même chose pour les cosmétiques de façon générale, s'il y a un logo de lapin, vous êtes correct, ça veut dire que votre shampoing n'a pas été testé sur des animaux. Mais si votre shampoing n'a pas le logo de lapin, ça veut dire malheureusement qu'il y a des animaux qui ont reçu déjà des produits dans les yeux et qui ont servi de cobaye pour les tests. Donc, dans un cas comme celui-là, l'animal, ici, passe en quelque sorte avant l'être humain parce que sa souffrance est très intense, et la contrepartie pour l'être humain, elle est peu intense. Faire plus de profit pour les propriétaires de l'entreprise ou payer le shampoing un peu moins cher. Mais tu sais, il n'y aura pas un gros party là, pour festoyer, pour dire j'ai épargné 10 centimes sur la bouteille de shampoing, supposons. Là. Par contre, si on prend un autre cas, supposons qu'on prend la greffe de valve cardiaque. Il y a plusieurs personnes qui ont, en réalité maintenant, eu des greffes de valves pour le cœur, et les valves qui ont été greffées, c'est des valves de cochons. Le cœur des cochons a à peu près la même grosseur que le cœur d'un homme, d'un être humain, homme et femme. C'est à peu près la même grosseur, le cœur d'un être humain, et la grosseur du cœur d'un porc. Donc, ça fait en sorte que lorsque des êtres humains ont besoin d'une greffe de valve cardiaque, comme il n'y a pas nécessairement suffisamment de donateurs humains décédés qui peuvent fournir l'organe, bien, souvent, ce qu'on va faire en médecine, c'est qu'on va aller prendre une valve sur le cœur d'un cochon pour faire la greffe. Évidemment, ça implique qu'on va tuer des cochons pour faire les greffes. Dans un cas comme ça, pour les utilitaristes, c'est acceptable. Parce qu'ils vont dire, bon, mais là, on a une intensité en termes de vie et de mort qui est identique. C'est soit le cochon qui meurt, ou soit c'est l'être humain, qu'on ne peut pas faire la greffe, qui meurt. Donc, au niveau de la conséquence, vie-mort, ça arrive comme à égalité. Il y a un être vivant qui a la capacité à ressentir qui va mourir. Soit le cochon, soit l'être humain qui a besoin de la greffe, de la valve cardiaque. Ensuite, si on regarde l'étendue des conséquences et l'intensité, si on laisse le cochon en vie, il va pouvoir avoir une vie où il va avoir encore d'autres plaisirs associés essentiellement à la sensation physique, avec peut-être un peu de répercussions sur son entourage, mais il n'y aura pas des répercussions très grandes au niveau de ses relations d'amitié, par exemple, ou pour ses enfants, les petits porcinets. Alors que si on sauve l'être humain, là, il va avoir des conséquences à le maintenir en vie qui vont impliquer non seulement les sensations corporelles, comme le cochon, mais qui vont aussi impliquer des facultés cognitives supérieures,
vont aussi impliquer indirectement l'entourage. Et là, pour les utilitaristes, sacrifier un cochon pour sauver un être humain est acceptable. Qu'est-ce qui vient trancher ou qu'est-ce qui fait que l'être humain a plus de poids? Pour les utilitaristes, ce n'est pas parce que l'être humain aurait une dignité particulière. Les utilitaristes refusent le statut de dignité humaine. Ce qui vient trancher pour les utilitaristes, c'est en termes d'intensité de plaisir. C'est qu'ils vont dire, entre l'être humain, ici, et le cochon, dans le cas d'une greffe cardiaque, ce qui fait la différence entre garder le cochon en vie en laissant mourir la personne ou tuer le cochon pour faire la greffe et sauver la personne. Ce qui fait la différence, ce n'est pas vie ou mort, il y en a un des deux qui va mourir, c'est l'intensité des plaisirs. C'est que l'être humain va avoir des plaisirs intellectuels et des plaisirs qui font appel à des capacités cognitives plus élevées que le cochon qui a que de la sensation. Donc, ici, si vous remarquez bien, le critère de l'intensité fait en sorte qu'au final, l'être humain et les animaux ne sont pas toujours traités sur un même pied d'égalité par les utilitaristes. Mais ce n'est pas parce que l'être humain aurait plus de valeur en lui-même que les animaux. Ce n'est pas parce que l'être humain aurait une dignité humaine particulière ou un statut particulier. Pour les utilitaristes, c'est seulement uniquement une question de plaisir ou d'éléments déplaisants ou dans l'intensité est évalué au sommet vie et mort, ensuite intégrité physique, ne pas être amputé, ensuite liberté et ensuite tout ce qui fait appel à des facultés cognitives supérieures. Donc, c'est ce qui fait en sorte que l'exploitation animale pour épargner de l'argent est inacceptable pour les utilitaristes parce que le plaisir d'épargner de l'argent, ce n'est pas un plaisir intellectuel intense, ce n'est pas un plaisir physique non plus intense. Ça compte peu, mais faire souffrir un animal pour ça, là, ça touche l'intégrité physique. C'est très intense. Donc, l'exploitation animale pour épargner de l'argent, économiser, n'est pas acceptable pour les utilitaristes. Mais par contre, exploiter des animaux ou même les tuer pour sauver des vies humaines, là, pour les utilitaristes, c'est acceptable parce que vie contre vie, ça s'équivaut dans le calcul pour les utilitaristes, mais au final, ce qui tranche, c'est l'intensité des facultés intellectuelles ou cognitives supérieures. Remarquez que ça va être un des points controversés qu'on va regarder dans la prochaine capsule parce que ça fait en sorte que certains animaux qui ont des facultés cognitives très développées, des grands singes en bonne santé, vont avoir, pour certains utilitaristes, dont Peter Singer, plus de poids que des nouveau-nés qui naissent avec des handicaps majeurs d'un point de vue intellectuel. Et ça, tout cet aspect-là, tout le calcul que les utilitaristes font, c'est extrêmement controversé. Donc, on va regarder ça dans la prochaine capsule sur l'évaluation critique. Mais déjà, si je reprends les critères pour voir le calcul utilitariste, il faut voir que d'un côté, au point d'entrée, chacun compte pour un et pour un seul. Chacun, c'est chaque être vivant qui a la capacité à ressentir. Mais à la sortie, c'est pas tout le monde qui a le même poids. Parce que l'être humain, qui a des facultés cognitives supérieures, peut avoir plus de poids que les animaux si le choix implique la préservation de plaisirs qui font appel aux facultés cognitives supérieures par rapport à des plaisirs qui ne feraient appel qu'à de la sensation, si toute chose est égale par ailleurs, vie, intégrité physique, etc. Comme dans le cas de la greffe de valve cardiaque, par exemple. L'être humain passe avant, pas parce qu'il y a une dignité particulière pour les utilitaristes, mais parce qu'il va avoir des plaisirs supérieurs au cochon. Par contre, la souffrance pour économiser de l'argent, souffrance animale pour économiser de l'argent, est inadmissible. Ça fait aussi en sorte que
ce critère-là, va avoir des implications où les utilitaristes vont finalement avoir une certaine approche où il va y avoir ce qu'on pourrait appeler une méritocratie. C'est-à-dire que au point d'entrée, tout le monde compte pour un et pour un seul. Mais ensuite, tout le monde, au point d'arrivée ou de sortie, ne sera pas sur le même pied d'égalité selon la contribution au plus grand bonheur pour le plus grand nombre. C'est parce que l'être humain a des facultés cognitives supérieures au cochon qui est privilégié dans le calcul utilitariste qui visait à maximiser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Sauver un être humain a plus d'impact pour le bonheur du plus grand nombre que sauver un cochon, dans le cas de la greffe cardiaque, pour reprendre le même exemple. Mais ça veut dire aussi que pour les utilitaristes, supposons que on peut sauver qu'une vie et qu'il y a 3 personnes qui arrivent aux urgences à l'hôpital et qu'on n'a que les ressources pour sauver seulement qu'une vie, bien les utilitaristes vont privilégier la personne ou l'individu qui contribue davantage au bonheur du plus grand nombre. Par exemple, là, je prends un exemple, je le mets plus accentué là, dans les extrêmes, mais supposons qu'on a le choix entre sauver la vie d'un médecin ou sauver la vie de quelqu'un qui fait un travail ou un métier facilement remplaçable. Pour les utilitaristes, il faudrait privilégier la vie du médecin parce qu'en sauvant le médecin, dans les conséquences, il va à son tour sauver d'autres vies ou améliorer d'autres vies, donc il va contribuer au bonheur du plus grand nombre, alors que la personne qui a un métier facilement remplaçable, qui demande peu d'éducation, par exemple, qui peut être facilement remplacé, bien, si on ne sauve pas cet individu-là, il y a moins d'impact négatif sur le plus grand bonheur du plus grand nombre. Mais ça, c'est une implication de l'approche utilitariste et c'est une implication qui peut être controversée parce qu'on pourrait dire, bien, est-ce que c'est réellement si juste que ça? Le médecin, supposons, pour garder le même exemple, le médecin qu'on sauve, peut-être que c'est un être extrêmement déplaisant, peut-être qui est violent verbalement avec son épouse puis ses enfants. Peut-être que c'est un individu qu'on n'a pas du tout le goût de fréquenter, mais parce qu'il sauve des vies, il va être privilégié par rapport à la personne qui est peut-être extrêmement agréable à vivre, mais qui a un impact juste sur la vie d'une dizaine de personnes et c'est tout, qui est facilement remplaçable. Donc, c'est en ce sens-là que l'approche utilitariste est une approche méritocratique. Ce n'est pas un mérite en fonction de revenus ou de classe sociale, mais c'est un mérite en fonction de contribution au plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Pour les utilitaristes, c'est conséquent avec leurs critères. À partir du moment où ils calculent l'ensemble des conséquences, pour la maximisation du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, ça fait en sorte que même si au départ, tout le monde a le même poids, au point de sortie, tout le monde n'a plus le même poids lorsqu'il s'agit d'évaluer la contribution au plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Mais en même temps, pour les utilitaristes, c'est ce qui fait en sorte qu'un être humain n'a pas le même poids qu'un porc dans le cas d'une greffe d'organes, ou qu'une fourmi. C'est juste la capacité à ressentir qu'on ne tient pas du tout compte des facultés cognitives. Il faudrait que la fourmi ou que le criquet ait le même poids que l'être humain. Alors que là, les utilitaristes vont dire, bien, ça dépend. Il faut évaluer l'impact, les conséquences. Pour le bonheur du plus grand nombre, on va considérer dans le calcul les animaux et même les insectes, parce que les insectes ont la capacité à ressentir, mais au final, les insectes, par exemple, vont avoir beaucoup moins de poids parce que l'intensité est moindre en termes cognitifs que pour les êtres humains. Donc ça, c'est le portrait général, les critères des utilitaristes, et je pense qu'on voit assez bien pourquoi est-ce que ça ouvre les considérations sur l'éthique
animale et aussi indirectement sur l'éthique de l'environnement avec les générations futures, mais aussi avec les animaux qui sont directement impliqués par l'environnement. Mais on entrevoit peut-être un peu mieux pourquoi c'est controversé. Entre autres parce qu'il peut y avoir des sacrifices d'individus au nom du bonheur du plus grand nombre. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice. Comme je disais, l'esclavage n'est pas admissible pour les utilitaristes parce que c'est trop intense, mais certains sacrifices peuvent être acceptés pour les utilitaristes et il peut y avoir une certaine méritocratie en fonction de la contribution au bonheur du plus grand nombre. Et là, ici, ça dépend de nos points de repère. Si on a une sensibilité davantage façonnée par les approches conséquentialistes, bon, on va peut-être se dire, ben oui, c'est correct que ce soit comme ça. Mais si à l'inverse, on a une sensibilité peut-être, supposons, plus façonnée par des approches déontologiques, on pourrait se dire, ben c'est injuste que certaines personnes soient privilégiées juste parce qu'elles ont un emploi où elles favorisent davantage les répercussions sur le bonheur du plus grand nombre, par exemple par leur travail ou leur profession. Pourquoi est-ce qu'elles devraient être privilégiées par rapport à d'autres? Ce qui implique, dans certains cas, l'utilitarisme, quand ça a des répercussions sur le bonheur du plus grand nombre. Donc ça, c'est les critères. Dans la prochaine capsule, on va regarder l'évaluation critique.